Oui, on a appris il y a quelques jours que les recherches sur le développement des vaccins ARN messagers ne seront plus financées par le gouvernement aux États-Unis. Et c'est le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., qui a annoncé cette nouvelle. Il y a plusieurs acteurs du milieu scientifique qui sont catastrophés par cette décision. Pourquoi on a décidé de prendre cette décision aux États-Unis, puis quels impacts ça pourra avoir sur la recherche? On va faire le point avec Dr. Carl Weiss, qui est chef de maladies infectieuses et microbiologie à l'hôpital général juif de Montréal. Dr. Weiss, bonjour. Oui, bonjour Karima. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bon, déjà revenir sur cette fameuse décision de M. Kennedy Jr. aux États-Unis. Là, vous avez des échos effectivement du milieu scientifique aussi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoutez, moi je pense que c'est une décision politique, puis on laissera M. Kennedy avec sa décision politique, mais la pratique et l'impact réel ne sera pas très très grand. La première chose, il faut savoir que les vaccins à RNA, comme on les appelle, à ARN, c'est des vaccins qui ont été mis au point il y a très très longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années, par un monsieur qui a eu un prix Nobel aux États-Unis. Et donc ces vaccins-là étaient restés un petit peu, si vous voulez, tranquilles dans leur coin sans qu'on s'en intéresse trop jusqu'à l'arrivée de la COVID. C'est d'ailleurs la même administration Trump qui, dans les années de la COVID, donc au début vers 2020, a donné énormément d'argent pour débloquer le développement de ces vaccins-là à l'époque. Et puis ça a très bien fonctionné puisqu'on est arrivé avec des vaccins qui nous ont sortis de la pandémie et grâce à qui finalement on a mis notre pandémie de COVID-19 en arrière de nous. Maintenant, il faut savoir que la technologie, avec tout ce qui est arrivé dans cette pandémie-là, a énormément évolué. Les capacités de production ont été mises en place parce qu'on a vacciné quasiment toute la planète. Et il y a eu beaucoup de développement de certains de ces vaccins pour d'autres maladies, entre autres, on en parle pour l'influenza, donc le virus de la grippe, pour le virus du RSV. Et il y a beaucoup de recherches qui se fait activement pour d'autres vaccins aussi. Et alors, la technologie existe, la capacité de production existe, la mise en place, si vous voulez, du développement de ces vaccins a été faite. Et puis maintenant, les compagnies qui développent ces vaccins, qui sont principalement Moderna et Pfizer, surtout Pfizer, ce sont des géants à l'échelle mondiale, donc qui ont des capacités de paiement et d'investissement dans la recherche qui sont très grandes. Et potentiellement, s'il y a un développement potentiel de quelque chose qui va améliorer de beaucoup le sort d'une maladie quelconque, moi, je suis absolument convaincu que tout le monde va réinvestir là-dedans, que ce soit d'autres compagnies, que ce soit les investisseurs privés, etc. Donc, pour moi, je vois que ça a l'air plus d'un geste politique d'un individu qu'autre chose qui va avoir un impact important au point de vue sociétal. Parce que, Et en il ne faut fait, pas oublier, oui. Non, oui, j'allais dire et il parce faut pas qu'en oublier, fait, ce qu'il faut oui. comprendre, en fait, c'est que ce que vous dites, au fond, c'est que les géants pharmaceutiques, eux, vont continuer d'investir donc dans le privé, mais côté gouvernemental pour des subventions. Bon, ça, et comme on dit, ils ont tiré la plug, mais pour vous, ça va continuer quand même la recherche là-dessus. Ben oui, tout à fait. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même ces investissements gouvernementaux à l'époque du premier mandat du président Trump durant la COVID, donc c'est finalement la même administration. Donc vous voyez que c'était quelqu'un d'autre, mais on voit qu'il y a de la part de M. Kennedy un aspect idéologique peut-être à vouloir retirer ces vaccins-là. Mais ces vaccins-là sont là et on continue de les produire, on continue de les fabriquer. Ils vont continuer d'être fabriqués pour la COVID parce qu'on continue de faire des vaccins pour la COVID, pour les populations âgées ou les populations à risque. Il ne faut pas oublier non plus que ces vaccins-là ont été développés entre autres pour les cancers. D'ailleurs, initialement, c'était des vaccins qui ont été beaucoup développés pour traiter les cancers. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait actuellement sur le traitement de certains cancers en utilisant ces vaccins pour augmenter la réponse immunitaire au cancer. Vous savez, moi je ne suis pas oncologue, mais on sait que les cancers, on les traitait avec la chimiothérapie, donc on détruisait les cellules. De plus en plus, on va avec de l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'on fait interagir le système immunitaire. Et probablement que la combinaison de la chimiothérapie et de l'immunothérapie, dont les vaccins ARN peuvent faire partie, vont être des traitements futurs pour certains types de cancers afin d'améliorer
l'efficacité des réponses de ces traitements-là. Donc, moi, je suis vraiment pas inquiet sur le sort des vaccins à ARN pour les années futures. Euh, c'est le marché qui va dicter en quelque sorte les investissements. Si une des compagnies arrive avec un vaccin extrêmement porteur contre une maladie ou contre un type de cancer, ça m'étonnerait beaucoup que la compagnie n'ait pas les moyens d'aller de l'avant. Mhm. Vous savez, Dr. Weiss, je regardais, il y avait un article sur Radio-Canada, puis il y avait des chercheurs quand même qui disaient, là, c'est une erreur, nous allons perdre la possibilité de guérir des maladies. C'est un professeur, le Jeff Kohler, au département de biologie de thérapie de l'ARN de l'Université Johns Hopkins, là, qui dit ça. Et on parle de projets aussi sur le développement de traitements contre la grippe aviaire ou la grippe porcine qui seront annulés. C'était plusieurs millions, le 500 millions de dollars américains en subvention. Je veux juste revenir parce que, tu sais, par rapport à la COVID, est-ce que, et vous avez parlé du côté politique de cette décision de M. Kennedy, est-ce que peut-être on n'a pas pris assez au sérieux les interrogations des citoyens ou, par exemple, quand il y a eu des personnes qui signalaient des effets secondaires, tu sais, il y a eu des histoires, par exemple, des jeunes avec des myocardites, il y a eu, par exemple, pour les cycles menstruels, des femmes qui répertoriaient en disant, attends, j'ai pris des vaccins, puis après ça, mon cycle, je ne l'ai pas retrouvé de façon... En tout cas, ça a eu un impact sur mon cycle menstruel. Ça a été observé. Est-ce qu'on a trop balayé rapidement, peut-être, ces effets secondaires ou le fait de peut-être de vacciner des populations qui n'avaient pas nécessairement besoin d'être vaccinées? Bon, alors, je pense qu'on a bien vacciné au moment où on était dans la pandémie parce qu'on ne pouvait pas se poser trop de questions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, quand vous vaccinez toute une population, tout le monde, et c'est très rare qu'on fait ça parce que d'habitude, on vaccine les jeunes, les gens à risque, les plus vieux, mais c'est rare qu'on vaccine tout le monde, hein, des plus jeunes en pleine forme jusqu'aux plus âgés très malades. Donc, il faut savoir que lorsqu'un événement va arriver, je vous donne un exemple. Si, par exemple, on a parlé à un moment donné de la paralysie de Bell, donc, vous savez, des gens qui avaient une paralysie au niveau de la bouche secondaire au vaccin. Maintenant, la paralysie de Bell, elle arrive en moyenne à peu près une fois par 25-30 000 personnes dans la population. Donc, si vous vaccinez toute une population, c'est sûr que parmi les vaccinés, certains vont faire une paralysie de Bell parce qu'elle serait arrivée de toute façon. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce qu'on a eu plus de cas que ce qu'on aurait dû avoir. D'abord, il y a eu des vaccins qui étaient différents, c'est clair, hein. On a vu que les vaccins, ils n'étaient pas tous pareils. Oui, il y a eu des populations comme les myocardites qui définitivement, ça a touché les plus jeunes et surtout les hommes et probablement qu'il y avait un effet auto-immunitaire là-dessus. En effet, il y a eu des problèmes avec les menstruations chez certaines jeunes femmes, pas toutes. Donc, c'est des questions qu'on apprend et c'est clair que on a ajusté le tir maintenant qu'on connaît mieux sur la pandémie. C'est pour ça qu'on ne recommande plus de vacciner, je vous dirais, les plus jeunes, etc., avec les vaccins contre la COVID. Maintenant, ça ne veut pas dire que pour des maladies qui seraient très sévères, comme par exemple, ou avec certains cancers, où là, le risque de développer, disons, un problème X ou Y versus mourir d'un cancer qu'on peut guérir de façon beaucoup plus efficace en ayant un vaccin ARN. Vous savez, en médecine, c'est toujours une question de bénéfices et d'inconvénients. Mm. Donc, dans un contexte comme ça, plus spécifique, l'utilité de ces vaccins ARN pourrait être plus intéressante. Il faut Mais aussi, moi je le dis, puis il faut faire attention des fois quand il y a des chercheurs qui sortent pour toutes sortes de raisons, il y a des gens aussi qui reçoivent d'énormes subventions eux-mêmes pour leur laboratoire, pour leur fonds de recherche, et lorsqu'ils sont coupés avec ce genre de choses-là, c'est sûr que pour eux, sur un impact personnel dans l'aspect, pas forcément personnel au point de vue pécunier pour eux, mais au point de vue de leur laboratoire, de leur recherche, etc., donc, ça a un impact et que ces gens-là vont se mettre à dénoncer toutes sortes de coupures, comme tout le monde le ferait dans son domaine quand on veut les couper pour une raison XY. Docteur Carl Weiss, merci beaucoup d'avoir été avec nous, qui est chef de service là, pour les maladies infectieuses et microbiologie à l'Hôpital général juif de Montréal. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.